La France, puissance maritime. Point d'interrogation, c'est important de remarquer cette ponctuation dans le titre de la leçon puisque ça va dicter notre problématique qui va essayer de répondre à quels sont les défis que doit relever la France pour conserver une place de puissance maritime. Tout d'abord, grand 1, le deuxième domaine maritime du monde. Avant de voir tout à fait le petit 1, soulignons quand même l'idée que la France est dotée de nombreux espaces maritimes sur lesquels le pays exerce des droits souverains dans des eaux dites territoriales. Et ces eaux dites territoriales, c'est ce qu'on appelle justement la ZEE. Donc petit 1, la France s'appuie sur une immense ZEE. Bien sûr, on va mettre tout de suite la définition. Qu'est-ce qu'une ZEE? C'est une zone économique exclusive, c'est-à-dire un espace maritime dans lequel les côtiers, on peut dire aussi l'État littoral, exercent des droits exclusifs sur l'exploitation des ressources de la mer, du sol, du sous-sol, dans la limite des 200 000 nautiques, c'est-à-dire environ 370 km. Comment se compose cette ZEE? Bien, voyons la carte. D'abord, avec 5500 km de littoral, la France métropolitaine possède 3 façades maritimes. Façade atlantique, façade méditerranéenne et la façade Manche, mer du Nord. Ce qui fait que les eaux métropolitaines constituent 3% de la ZEE. On voit bien par ce chiffre que c'est surtout sur les territoires ultramarins que s'appuie la France pour affirmer sa présence maritime sur tous les océans, Pacifique, l'océan Indien, l'océan Atlantique. En effet, les territoires ultramarins de la France constituent 97% de la ZEE française. Ils se composent à la fois des DROM, c'est-à-dire des départements et régions d'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte et la Réunion, des COM, collectivités d'outre-mer, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, et puis des TAAF, c'est-à-dire des terres australes et antarctiques françaises, qui donnent aussi, on le voit sur la carte, une importante ZEE. Au final, grâce à ces territoires, la France dispose de la deuxième ZEE dans le monde après les États-Unis, puisqu'elle possède un espace maritime de plus de 10,3 millions de kilomètres carrés, ce qui lui permet de disposer de ressources maritimes considérables, comme on va le voir dans la suite de la leçon. Restons un moment quand même sur la ZEE, petit 2, une ZEE objet de revendication. En effet, conformément aux textes internationaux, la France a demandé en 2015 à l'ONU l'extension de sa ZEE, notamment en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie et dans les TAF, ce qui fait que depuis cette date, le domaine maritime de la France s'est accru de 579 000 km². Toutefois, comme c'est le cas ailleurs dans le monde avec d'autres pays, ces revendications de ZEE entraînent de nombreuses contestations par des pays qui revendiquent la même zone maritime. Ici quelques exemples. La ZEE de Mayotte est ainsi contestée par l'archipel des Comores, celle de l'îlot de Clipperton est contestée par le Mexique et celle de Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'Atlantique Nord est contestée par le Canada. Et pourquoi y a-t-il ces contestations? Tout simplement parce que une ZEE, c'est des enjeux multiples. Petit 3, des enjeux multiples de la ZEE. On va voir 3 faisceaux, 3 types d'enjeux. D'abord, les enjeux économiques. Il est clair qu'une ZEE peut donner des richesses en hydrocarbures, en minerais, en biotechnologie, mais aussi peut conférer une multitude de paysages et de climats propices au tourisme international. La ZEE française est aussi l'objet d'enjeux environnementaux et scientifiques. On peut citer par exemple l'implantation d'une base météorologique en Terre Adélie, par exemple. Et enfin, troisième type d'enjeu, les enjeux géostratégiques, qui relèvent donc de la présence militaire française sur tous les océans. On va s'arrêter un petit peu sur eux et on va un petit peu les détailler.
D'abord, ces eaux territoriales françaises donnent une force de dissuasion nucléaire à la France, à la marine nationale en tout cas, qui est au 6e rang mondial. Cette force de dissuasion nucléaire s'appuie sur la présence du porte-avions à propulsion nucléaire, le Charles de Gaulle, et s'appuie aussi sur la présence de 10 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ce qu'on appelle des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, c'est-à-dire des SNLE, qui participent donc tous à la dissuasion nucléaire. Le deuxième enjeu de cette présence française, c'est l'établissement d'un réseau de bases militaires établi dans le monde entier, ce qui permet d'avoir une force de projection très importante. En effet, la France possède des bases militaires, notamment ici, navales pour ce qui nous concerne, dans des territoires ultramarins, mais aussi dans certains pays alliés, à Dakar par exemple, à Djibouti, à Abu Dhabi. Et donc cette force de projection, c'est l'idée que ces bases et ces navires permettent le déploiement rapide de l'armée, vous voyez la projection, déploiement rapide de l'armée dans les territoires en crise où la France intervient. C'est le cas au Mali depuis 2013 ou en Syrie et en Irak depuis 2015. Enfin, la France participe à de nombreuses coopérations internationales avec des partenaires, par exemple avec l'Union européenne ou avec les États-Unis, pour lutter contre la piraterie, contre le trafic de drogue en mer des Caraïbes par exemple, contre la pêche illégale en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie. Et puis enfin, les forces navales sont aussi mobilisées pour venir en aide aux populations en cas de catastrophe naturelle. Ceci dit, ces enjeux géostratégiques, et vous voyez qu'ils sont importants, mais ils sont difficiles à tenir aujourd'hui dans un contexte de restrictions budgétaires, puisqu'on assiste depuis quelques années à la baisse de 20% des effectifs de la marine nationale. Grand 2, les défis d'une puissance maritime. Petit 1 d'abord, moderniser les infrastructures maritimes. La France compte 66 ports de commerce maritime. Certains ports sont couplés avec des structures de production industrielle, notamment pétrolières. C'est ce qu'on appelle des ZIP. Vous l'avez vu déjà dans votre scolarité à plusieurs reprises. Zone industrialo-portuaire, c'est le cas par exemple du Havre ou de Fos-sur-Mer en Méditerranée. Et puis, ces ports peuvent aussi être couplés à des industries agroalimentaires. C'est le cas dans le port de Boulogne, par exemple, pour les produits de la mer. Mais les ports français doivent faire face à une baisse de la compétitivité dans un contexte de concurrence mondiale. Ainsi, le premier port français, Marseille, n'est qu'au 52e rang mondial et seuls Marseille, Le Havre, Dunkerque et Calais figurent parmi les 100 premiers ports mondiaux. Alors, ce défi de la compétitivité oblige à un investissement massif dans les infrastructures portuaires, comme le montre par exemple le projet Neptune à Dunkerque ou Port 2000 au Havre, c'est l'image que j'ai choisie ici. L'idée étant que tous ces travaux ont pour but d'accroître la capacité d'accueil des navires de plus en plus imposants. Dans les territoires ultramarins, par ailleurs, les ports peinent à s'insérer dans leur environnement régional. Petit 2, développer l'économie maritime. D'abord, voyons un chiffre global. Les activités maritimes qui s'appuient sur des secteurs traditionnels représentent environ 3% du PIB et 11% de l'activité maritime européenne. Donc je l'ai dit, l'économie maritime s'appuie sur des secteurs traditionnels. C'est le cas de la pêche par exemple. L'activité de pêche est importante, notamment en métropole, mais aussi par exemple dans les TAAF. Deuxième secteur, la construction maritime. La France se situe au 10e rang mondial, avec des chantiers navals de Saint-Nazaire qui sont spécialisés notamment dans la construction de paquebots de croisière. L'entreprise française Beneteau, qui est la première entreprise de plaisance. Donc, on le voit, c'est un secteur très important pour l'économie maritime française. Le troisième secteur traditionnel, c'est le transport maritime. La France est bien placée dans le transport maritime puisque la compagnie maritime, la CMA-CGM, est le 4e armateur notamment de porte-conteneurs dans le monde. Pourtant,
des ressources restent encore peu exploitées. Par exemple, il y a un retard dans l'exploitation des hydrocarbures ou des produits miniers, ce qu'on appelle les nodules polymétalliques, qui sont très importants dans l'industrie. Également, les énergies marines renouvelables ne représentent que 0,1% de la production électrique française. Tout ça nous donne à voir le défi que représente ce qu'on appelle l'économie bleue, c'est-à-dire une économie à la fois basée sur la mer, mais qui se veut durable. Ainsi, un des défis majeurs, c'est cette économie bleue, avec les secteurs qu'il faut développer de l'aquaculture, des biotechnologies, et j'en parlais tout à l'heure, des énergies marines renouvelables, l'éolien par exemple. Enfin, petit 3, préserver les milieux marins. D'abord, faisons le constat que les milieux marins sont la cible de multiples agressions, des pollutions par exemple, les marées noires, suite aux catastrophes qui ont particulièrement touché ces côtes, comme par exemple le pétrolier l'Erika qui s'échoue en 1999, l'activité nucléaire qui a pris fin par exemple en Polynésie qu'en 1996, et puis l'exploitation minière ou du phosphate ou du nickel, par exemple en Nouvelle-Calédonie, qui peut amener des atteintes à l'environnement. Face à cela se pose le défi de la durabilité. Des actions de prévention ont déjà lieu sur le territoire. C'est notamment le cas de l'établissement public du Conservatoire du littoral qui achète des parcelles de littoral pour les préserver de constructions massives ou de surexploitation économique. Ensuite, c'est la participation aussi aux institutions ou aux conférences internationales. Par exemple, la France participe à l'Organisation maritime internationale, l'OMI. C'est aussi l'établissement de zones protégées, ce qu'on appelle des aires marines protégées. Il y en a 9 en tout en France, ce qui couvre quand même le quart des eaux françaises. Il s'agit d'y protéger la biodiversité en encadrant les activités humaines, comme le tourisme ou l'exploitation des ressources, mais beaucoup d'efforts restent encore à faire. Pourquoi ? Parce que souvent, elles manquent de moyens, ou alors elles sont mal acceptées par des secteurs économiques, par exemple, ou par des populations, ce qui crée des conflits d'usage.